Les grandes gueules jusqu'au bord de midi. Avec vous, mon cher Jacques Liwa, Leno, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Jacques, comment ça va ce matin? C'est en bas, nous voilà, oui c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis en séjour en fait. Lamine est en séjour en Guinée. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Le logement est au même endroit. C'est ça, ben oui. Ça n'a pas changé. Je suis un journaliste exilé mon cher ami. D'accord. Voilà, je suis venu vous voir vite fait et puis je repars. Tamba Zakari, minimum bonjour mon cher Tamba. Là tu m'as eu hein. Tu vois, il est en visite. Ben oui, c'est ça, je suis en visite. En plus, tu cherchais du travail à Canal Plus ou... Ben oui, un peu de chance. J'ai eu un gros boulot à Canal Plus en plus. Voilà, tu vois, c'est ça en fait. Bienvenue l'ami. Merci beaucoup mon cher ami. De te retrouver. Ça va? Oui, très bien. Oh ben voilà. Tamba en anglais quoi, en vieux, c'est dingue. I was talking in English. and you saw my presentation on your tape. Allez, ça s'arrête. Merci beaucoup. Daouda, Mohamed Kamara, mon cher Daouda, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Je suis de passage chez vous. Hein. La diaspora qui, je ne sais pas si c'est un nouveau mouvement de recrutement à l'international, cette fois-ci. Mamadi Doumbouya, il a tendu la main à ses amis, ses frères de la diaspora, puisque c'est un diaspo, et vous êtes entré avec le gros français. Et ben voilà. Et vous parlez. Il est terrible ce garçon-là. On dit il est très bien. J'espère que tu n'as pas retravaillé la langue. Et pour bien choro, comme on le dit, davantage. Il n'a rien à dire, hein, c'est ça le problème. Allez, Moussaïro va nous rejoindre dans un instant, évidemment. Mesdames et messieurs, merci à vous tous, évidemment, à l'international. Madame Miro, elle est avec nous, évidemment, ce matin. Moussaïro Ba, bonjour. Le micro est allumé de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas trop quel micro il faut prendre. Voilà. Voilà. Toute seule. Bonjour Lamine. Bonjour. Surprise. Ouais. Bon retour. Merci, je suis en séjour. En séjour? Oui, en séjour à Conakry. Ah, mais là, le séjour, c'est à Conakry. C'est ça, oui, c'est à Conakry, ouais. J'ai été chopé par Canal Plus pour votre information. Allez, nous sommes le 1er novembre 2023. Quel bilan aux 65 ans de l'armée guinéenne? Eh bien, c'est un sujet sensible, hein, parce qu'on marche un petit peu sur les œufs, là, mon cher ami. Oui, on marche sur les œufs. Mais il y a des choses qu'on peut dire, en tout cas, ce qu'on observe officiellement. 65 ans déjà que notre armée existe. Je crois l'armée et puis la monnaie guinéenne ont été les premiers instruments de souveraineté que la Guinée a brandi après notre accession à l'indépendance, puisque, bien évidemment, si vous avez un État, il faut avoir un instrument d'échange, donc ça c'est sur le plan économique, et puis pour défendre l'intégrité de votre territoire en fonction bien sûr des frontières délimitées par le colon, on avait besoin de cette armée-là. Une armée qui a connu des hauts et des bas. Il y a eu de l'investissement sous la Première République. Le même investissement a continué sous la Deuxième République. En tout cas, c'était une armée qui comptait qui a compté en tout cas parmi les armées de la Guinée. Quand vous parlez avec les anciens de cette époque-là, même les militaires, ils vous disent, écoutez, s'il y avait des problèmes en Sierra Leone ou au Libéria, on attendait beaucoup de la Guinée. Et évidemment, nous avons été très présents à ce niveau. L'armée, il nous semble aussi, a connu des moments de difficulté. Peut-être une décennie où il y a eu des petits problèmes qui ont été constatés. En tout cas, en termes d'investissement, en termes de formation, en termes de dotation aussi, il y a eu assez de problèmes. Le CNRD arrive et propose quand même des corrections. On n'est pas encore au point de ce que nous voyons. C'est beaucoup plus de l'investissement dans le cadre de la formation, des écoles qui sont créées et même des centres de santé militaires pour accueillir, n'est-ce pas, les malades de ce milieu-là. Mais également, il y a, si vous voulez, des équipements qu'on nous a montrés à l'occasion de la célébration du 2 octobre. C'était pour rassurer qu'effectivement, on est en train de se repositionner. C'est politique, hein, tout ça. Hein. Oui, politique. Voilà, de toutes les façons. on a vu quand Doum a fait, pour la première fois qu'il est Guinée du cours, c'était une démonstration aussi ce jour-là. Hein. Oui, c'était il faut le rappeler. Hein, c'était une démonstration et les États, ils profitent de ces les grandes gueules.
dire quand même aux autres, écoutez, on n'est pas un État absent, on n'est pas un État qui dort, nous sommes conscients. On existe. On existe, nous sommes conscients des enjeux du moment, des enjeux sécuritaires, et alors on est bien armé. Mais il y a eu également de l'amélioration en termes de dotation. Après, c'est un changement, puisque à l'époque, c'est le riz qu'on donnait aux militaires. Le ministre de la Défense qu'on a écouté un moment a dit, écoutez, au lieu de continuer à vous donner le riz, et puis vos chefs vont continuer quand même à vous voler ce riz-là, qui va se retrouver sur le marché. Finalement, on va vous donner la valeur des sacs qu'on vous donne. Et certains militaires disent... Est-ce une solution aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on peut bien questionner ça, mon cher ami. Oui, on peut bien questionner. Certaines langues disent qu'ils auraient préféré avoir cette quantité de riz. D'autres disent que quand même, ce qui est augmenté sur le salaire, c'est quelque chose. De toutes les façons, ça dépend de celui qui trouvait le bien dans le riz, de celui qui, bien entendu, n'en avait peut-être pas besoin. Parce que, disons-nous quand même la vérité, cette variété de riz qu'on donnait aux militaires, certains êtres humains n'acceptaient pas de manger ça, et souvent quand on donne, les gens sont obligés d'échanger. C'est pourquoi vous aviez cette quantité de riz qui se retrouvait, n'est-ce pas, sur le marché. La vérité aussi, c'est que à un moment donné, il y a des militaires qui se retrouvaient dans des situations assez compliquées. Je rappelle ça souvent lorsque la fin du mois m'a trouvé dans un camp de Conakry. Vous voyez des soldats qui venaient signer. Après, ils signent, tu le vois sortir et il sort avec rien. Ils vont dans les messes des officiers, où il y a des denrées alimentaires qui sont stockées. La vérité, c'est qu'au cours du mois, le monsieur, il a fini de consommer et il a même commencé déjà à prendre des dettes pour le prochain mois. Donc, il vient juste signer pour marquer sa présence et dire que le mois est fini et qu'il reconnaît devoir aux messes des officiers. Salaire pas assez conséquent, le riz qui arrivait ne permettait pas à la famille, en tout cas, de faire face aux différents besoins. Donc, il y a ces types de réformes qui est en cours et qui est en train peu à peu de changer un peu l'image à la fois de la question qu'on peut se poser, c'est l'impact justement aujourd'hui, parce que on sait, quand on pose la question de l'armée, elle est muette, on ne peut pas parler, c'est pas possible. Mais quand on voit aujourd'hui celui qui gère un petit peu notre armée, j'ai envie de dire le ministre de la Défense, le ministre d'État de la Défense, il faut le rappeler, le général Idi Amin, c'est un fin connaisseur, mais à dire aujourd'hui que finalement il n'y a même pas de lisibilité, si je peux me dire, en ce qui concerne notre armée aujourd'hui. Bon, c'est pas ce qu'on va dire lisibilité. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même des actes qui ont été posés et qui ont eu de l'impact, en tout cas visiblement de l'œil de profane. Je parle de l'ère CNRD. Oui, de l'ère CNRD. Maintenant, je ne sais pas si dans les coulisses, il y a des choses qui existent que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, la gestion des mannes financières qui sont allouées à ce secteur-là. Là, on ne peut pas percer. On ne sait pas ce qui se passe réellement. On sait qu'on a dit qu'il faut uniformiser la tenue. Ça a été uniformisé. Je crois qu'on a même mis en place un centre de couture pour les militaires. Au lieu que les gens s'élèvent pour aller acheter eux-mêmes, désormais, l'État met à disposition des tissus et il y a des couturiers guinéens qui sont recrutés et qui sont logés dans un camp de la place et qui fait, n'est-ce pas, ces tenues-là pour les militaires. C'est la même chose pour la gendarmerie. Je crois que là où il y a un petit problème et qu'on continue à dire, c'est du côté bien entendu de la police où on n'a pas vu encore de véritables changements. On a vu les véhicules. On a vu les véhicules là un peu jolis qu'on a trouvés pour la police routière. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Le policier guinéen a encore l'image de ce policier pauvre, misérable, qui est obligé parfois, surtout celui de la routière, qui est obligé parfois de faire ce qui n'est pas catholique, de faire des tontines, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Je pense donc aussi, si on est en train de faire en sorte que l'armée change des visages, je veux parler des différents corps de l'armée, ceux qui ont été créés, ceux qui ont été
disloqués puisqu'il y a certains groupements quand même qui ont été dissous, donc les agents ont été envoyés dans d'autres unités qui existent. Donc si on met autant d'argent, autant de réformes dans ces secteurs-là, il va falloir faire autant pour la police. Jacques Liwa Leno, mon cher Daouda Mohamed, voilà, je posais la question à dire l'ère CNRD parce qu'on sait la base, c'est se dit l'armée au service de la population. Est-ce au service d'un homme ou de la population? C'est l'autre question qu'il faut se poser aujourd'hui. À cette question, il faut déjà soulever que nous sommes dans une transition. Et nous sommes dans une transition conduite par un militaire. Oui. Alors, donc, la première obligation, c'est la loyauté de l'armée vis-à-vis du chef. Donc, de celui... une armée au service d'un homme. Pas que... non. Je dis la loyauté. La loyauté n'est pas d'être au service de quelqu'un. On peut être loyal et ne pas être au service de quelqu'un. Mais c'est ce que je dis. Alors, sois clair. Non, je suis bien clair. Non, mais moi, je te suis pas, là. Moi, je suis très bien clair. Tu veux juste que non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis. Tu sais ce que ça veut dire, loyauté, mon cher ami. J'insiste sur ce que je dis. Oui. L'armée, avec la transition, à la tête de la transition, un militaire... Les obligations, les exigences, c'est d'abord la loyauté des hommes. Je n'en dis qu'on vient pas, mon cher ami. De celui qui est à la tête. Alors, dire aujourd'hui qu'on n'a pas de lisibilité, oui, visibilité, de ce qu'on... Il est terrible, ce garçon-là. De ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, oui. Je crois que de plus en plus, il y a ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'avait pas la possibilité de voir hier et même d'entendre. C'est aujourd'hui, avec le CNRD, on peut au moins savoir qu'il y a un élément incontrôlé qui a été radié des rangs des forces armées guinéennes. Ça se faisait, on radiait, mais il n'y avait pas de communication. Le citoyen lambda n'en savait rien. Ne savait pas qui... C'est entre eux, mon cher ami. Ça se passait entre eux. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a une radiation, l'acte est pris et l'acte est rendu public. Aujourd'hui, on a vu par exemple, hier je lisais un communiqué du chef d'état-major des forces armées, le déploiement de plus de 260 hommes des forces spéciales à travers le pays. Dans différentes garnisons du pays, à Nongoa, Wende Kenema, à Koyama, ainsi de suite. 260, j'ai vu le communiqué hier, et cela ne se faisait pas avant. Ça se passait entre eux. Bien. Ça se passait entre le chef d'état-major, le président, et ça continuait. Il y a la question de la discipline aujourd'hui. C'est vrai qu'on dise qu'on a uniformisé les tenues, savoir qui est militaire, qui est gendarme, qui est policier. C'est une très belle chose. Et ça a permis quand même de savoir où. Ça permet aujourd'hui de savoir, parce qu'on dit à tout moment, les militaires, les bandits ont attaqué, ils étaient habillés en tenue militaire. Donc il y avait 1001 tenues arborées par les militaires guinéens. Et aller aujourd'hui à l'uniformisation, qu'on sache qui porte quelle couleur ou quel modèle, ça permet de situer les citoyens sur qui j'ai en face ou qui apparaît dans mon domicile lorsqu'il y a eu une attaque, par exemple. Bien. Il y a ces efforts de refondation de l'armée, mais cela ne veut pas aussi dire que tout est rose. Il y a aujourd'hui de plus en plus de zélés au sein de cette armée. On a encore le cas de Forekaria, où un militaire des forces spéciales, nous dit-on, a ouvert le feu sur un citoyen pour l'avoir... Ce sont des cas isolés, hein, mon cher ami. Quand je dis des cas isolés, Lamine, c'est pas un cas isolé. Je suis désolé. C'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, on en parle. C'est pas un cas isolé. Quand un militaire sort son arme dans une boîte de nuit ou devant une boîte de nuit pour tirer sur un citoyen, ça, ce n'est pas un cas isolé, Lamine. Je ne comprends pas ce que je veux dire. Quand je dis cas isolé, je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Ça ne doit même pas arriver du tout. Voilà, mais ça ne doit pas arriver. Mais raison pour laquelle je dis, ce sont des cas isolés. Ça ne doit pas arriver parce que le militaire, le gendarme, le policier est censé me protéger. Bien. Lorsqu'il sort son arme pour tirer sur son citoyen, ça, ce n'est pas un cas isolé. Ça, c'est un cas vraiment flagrant. Non, tu ne vas pas me retirer la parole, Lamine. Continue. C'est pas possible. Alors, je disais, et quand on parle de reversement du prix du riz sur les salaires, les soldes, ça a paru, nous qui sommes dehors, on a dit oui, c'est bon,
mais sans se poser la question à combien le sac de riz coûtait pour les militaires. Parce que si nous on achetait à 300 000, il y avait des subventions peut-être. Oui, quand nous on achetait à 300 000, 350 000, les militaires on leur vendait le sac de riz à 25 000. D'accord. Donc si vous avez droit à 2 sacs de riz et qu'on mette 50 000 En clair, francs, il y avait des subventions. il y avait des subventions. Bien. Et qu'on mette 50 000 francs, Les grands sur votre cœurs. vie, c'est en contrepartie des 2 Bien, sacs de riz. bien. Vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais Ouais. les 2 sacs vous servaient mieux Bien. que les 50 000 qu'on ajoute sur votre solde. Bien, D'accord. Daouda Mohamed Kamara. Allez, mon cher Tamba, l'autre réforme peut-être qu'on peut souligner de passage, hein, c'est les militaires qu'on a mis à la retraite, hein, à l'arrivée de Doumbouya. Ça me paraît répondre à la première plaie que j'identifie en parlant de l'armée guinéenne, mais si tu es d'accord, j'aimerais quand même Allez-y. revenir un peu, c'est quand même le temps de redire cette histoire-là, parce que le 1er novembre 1958, l'armée guinéenne, elle est créée. Il faut quand même rappeler que le contexte est celui de l'adversité, parce que l'armée guinéenne est créée dans un contexte où la Guinée dit non au général de Gaulle, où la Guinée est sevrée de tous les appuis techniques et même financiers que la France lui accordait. On arrive donc à ce moment-là, on doit créer une armée en sachant que l'indépendance à laquelle la Guinée accédait ne serait pas de tout repos. Et donc on se dit, il faut une force, au-delà de la question de l'identité, au-delà donc de la question du symbole républicain, il nous faut une force pour préserver nos maigres acquis de l'indépendance, ces débuts tumultueux, parce que c'est cela, nous commençons de façon très tumultueuse, à ce moment-là, lorsque la nation guinéenne elle est créée. Mais plus tard, Lamine, on va voir, je dis plus tard, mais c'est pas non plus vraiment après de longues années. Plus tard, on va voir une armée qui va servir une idéologie, l'idéologie panafricaniste, portée à l'époque par le Rassemblement démocratique africain, dans son plus large ensemble. La Guinée avec le PDG, et donc avec Sékou Touré aussi, avec toutes les idées, parce que c'était carrément le temps des idéologies en construction, en préservation, et pour lesquelles la Guinée, on était prêt à combattre. C'est ainsi qu'on va voir le pays, donc notre armée intervenir sur plusieurs champs de bataille, sur plusieurs fronts, dans le cadre de libération d'autres nations. Et ça nous vaut au-delà des discours, ça nous vaut au-delà des engagements politiques, une forte reconnaissance africaine. Ce n'est pas seulement les discours qui font de Sékou Touré le panafricaniste qu'il est, mais c'est aussi l'appui que la Guinée apporte à d'autres nations. Et d'ailleurs, ça va se poursuivre même avec le général Lansana Conté un peu plus vigoureusement. Et aujourd'hui, ça se poursuit toujours dans le cadre d'efforts mutualisés avec les États que nous avons dans la sous-région, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité terroriste. Il y a donc tout cela, Lamine, un contexte particulier dans lequel la Guinée ne devait avoir une armée que forte. Vous savez, l'adversité rend fort. La force mentale, absolument, la force mentale d'un orphelin, par exemple, ne sera jamais la même que celle d'un garçon qui est né l'or à la bouche. L'adversité rend fort, ça vous solidifie et ça vous prépare justement à affronter de grands défis. On sort de cela en 84 et plus particulièrement en 85, la déconfiture commence avec les événements de juillet 85 que vous connaissez. La déconfiture commence. L'armée perd un ensemble de têtes, de symboles très respectés, qui incarnaient quand même un certain leadership à l'intérieur des rangs des hommes à bottes. Et progressivement, la corruption s'y amenant par le fait d'une libéralisation, j'ai envie de dire, sauvage, telle qu'elle avait été. On en a tellement voulu que finalement, le politique nous en a trop donné avec l'arrivée du CMRN. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'ordre socialiste, si je puis me permettre, je comprends très bien. Communiste même pas de nuance. Ça lâche un peu, oui, bien sûr. Justement, je suis parfaitement d'accord avec toi. On se retrouve dans cette situation, Lamine. C'est la déconfiture qui commence à ce moment-là. Elle va se prolonger. On va, et c'est d'ailleurs ce qui va nous conduire, vous avez vu, sous la fin de Lansana Conté, il y a eu pas mal de mouvements qui se soulèvent, l'armée se clanise, l'armée se balkanise, on va avoir
un groupe par là, un groupe par là. Il y a le Bata ici, il y a l'autre là-bas. Et les hommes se reconnaissent finalement, se prêtent allégeance à d'autres, plutôt qu'à la République elle-même. Justement. Et, ben voilà. Daouda, il comprend mieux. Voilà, vous vous retrouvez donc dans cette situation-là, où les généraux, il y en a un grand nombre, et des donneurs d'ordre, ils se multiplient. On se retrouve dans ce que l'expression qualifie d'armée mexicaine, où il y a tellement de généraux et de colonels que finalement on ne sait plus. Aussi perd en fait. Finalement, c'est ça. Les grandes gueules. Il faut prendre à côté l'armée bissau-guinéenne. Très bien. Allez, Daouda, voilà. Non, c'est tout près de chez nous là. Voilà, donc on se retrouve dans cette situation. Les grandes gueules. Le CNRD passe, comme on dit, il arrive et il prend le pouvoir. Et de timides efforts commencent. On veut recaserner les militaires qui s'étaient retrouvés dans les rues, armes à la main et tout. C'est la fameuse intention de Dadis qui va nous amener à vouloir construire les camps militaires un peu partout à travers le territoire guinéen. Ça ne va pas être poursuivi. Mais bien avant d'arriver, parce que faut reconnaître, Alpha a fait des efforts aussi dans ce sens-là. Mais on est encore à Dadis là. Voilà. Non. Quand tu dis à l'arrivée du CNRD, non, CNDD, pardon. Voilà. Je vais parler du CNDD. Ok, voilà, c'est ça. À l'arrivée du CNDD, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pas RD. Oui, pas RD. Voilà. Voilà. CNDD. DD. Voilà. Ça va, Lamine? CNDD. Oui. C'est CNDD, bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, à l'arrivée de Dadis, il y a quand même des efforts qui sont entrepris. C'est le recasernement des militaires. On veut construire les camps militaires. Ça a commencé, les fameux contrats avec Guy Copresse. Vous savez, ça va très vite. Mais à un certain moment, Dadis s'en prend une en pleine tête et tout s'arrête. Tout s'arrête. Konaté, qui va arriver, ne va pas poursuivre ces chantiers-là. Alpha Condé va passer 11 années. Ces bâtiments monstres vont rester là, ces bâtiments fantômes, ils vont rester là, ils ne vont pas être achevés. Ah bah oui, ils ne vont pas être achevés sous Alpha Condé. On en a des preuves, plusieurs partout. Vous allez à Somphonia, la mine. Mais Alpha Condé arrive en 2010. Oui. Il part le 5 septembre, pour être très précis, le 5 septembre 2021, aux environs à la petite aube. Voilà, il va partir. Mais sur cette période, on compte 11 années. Vous prenez Anta, par exemple, vous allez vers Somphonia. Vous voyez ce camp-là. Ça va s'arrêter au niveau où Dadis l'a laissé. L'école de gendarmerie. L'école de gendarmerie va rester là où Dadis... Somphonia, voilà. Oui, mais il y en a d'autres, la ligne. Ça va rester là où Dadis l'a laissé, ça ne va pas bouger d'un trait. Et ce n'est pas le seul cas, c'est répandu à travers le territoire guinéen. Alpha arrive avec sa petite recette. Vous avez entendu avec les ministres qui se sont défilés, d'abord Kabele, ensuite Diané, où on va dire réforme de l'armée, ça nous a été annoncé. Et donc, il y a des efforts qui sont dessus. Malheureusement, il y a des choses qui vont quand même continuer. La première chose et ça ce sont les plaies de l'armée, auxquelles, à mon avis, en parlant de ces 65 ans, auxquelles il va falloir s'attaquer. Premièrement, Lamine, la question de l'armée mexicaine n'est pas totalement réglée. Il y a plusieurs généraux, il y a plusieurs colonels. Certains, encore en dessous sous les grades, sont plus forts que ceux qui sont en dessus. Tout dépend des affinités que l'on a désormais. On a donc le haut niveau. La question de la corruption, dès que vous posez des questions, Moussa Moïse, notre ami, a failli en payer les frais, vous vous en souvenez. Lorsque vous posez la question de la gestion du budget de l'armée, de l'équipement de l'armée, il ne faut pas toucher. Vous vous retrouvez dans une situation difficile. Mais la mine, ce qui est vrai, permettez le mot, l'armée guinéenne s'est déséquipée sous Alpha Condé. L'armée guinéenne s'est terriblement, mais j'ai envie de dire odieusement, déséquipée. Au profit d'eux. Pour aller plus loin, elle s'est dangereusement déséquipée. Alors, le rééquipement reprend aujourd'hui. Et d'après les informations que j'ai, il y a de grands moyens qui sont investis dans le rééquipement de l'armée. Mais c'était vous serez un jour surpris d'entendre, et je le dis comme ça, je ne dis rien, mais vous serez un jour surpris d'entendre qu'il y a un hélicoptère de guerre qui s'est arrêté ici parce qu'il n'y avait plus de batteries. Voilà. Les batteries à combien de milliers de francs guinéens. Voilà. Vous serez surpris de vous retrouver dans cette situation-là. L'armée guinéenne, c'était aussi ça. On a déséquipé notre armée
Moussa était revenu là-dessus à l'époque et on ne voulait pas qu'on aille plus loin. On a appelé à la publication de la loi sur la programmation militaire. Au moins pour que, dans certains endroits, on puisse savoir qu'est-ce qui est prévu en termes d'acquisition et ainsi de suite, quelles sont les prévisions sur l'avenir. Mais là également, c'était un souci de devoir poser ces questions-là. La première plaie, c'est cette armée mexicaine. La seconde, c'est la question du déséquipement qu'il va falloir remédier rapidement. La troisième est sur laquelle je veux m'arrêter, parce qu'il y en a d'autres. La question des clans. J'ai parlé de ça. Même aujourd'hui, il y en a. On parle du clan de Cancan. On parle du clan de Farana. Même dans l'armée, ça continue aujourd'hui. Ceux de Sadiba, ceux de Bangoura, ainsi de suite. On se retrouve dans une situation où l'armée, le chemin vers une armée républicaine, prend encore du temps et il faut des efforts là-dessus. Je termine avec la question de la qualité. La qualité des hommes. Vous savez le principe, Lamine. Ceux qui vont à l'armée jusqu'à un certain temps, c'est ceux qui n'avaient pas réussi à faire autre chose. Qui n'ont pas réussi à l'école, qui n'ont pas réussi à un métier, mais qui à la maison étaient tellement récalcitrants qu'on a dit, toi c'est l'armée qui va t'éduquer. Et donc vous prenez quelqu'un comme ça, vous l'amenez à l'armée, vous le formez, vous lui apprenez les arts martiaux et vous lui confiez une arme. Quand quelqu'un comme ça est en colère, c'est tout. Bonjour les dégâts, évidemment, mon cher Tamba. Et faire les ravages que nous avons connus, sans oublier que désormais, et ça c'est très bien, le Prytanée militaire est une très très belle acquisition du CNRD. Il y a ce centre médical qui a été inauguré, le centre, l'hôpital militaire qui a été inauguré. C'est une très très belle chose, mon cher Lamine, encore une fois, sans parler des acquisitions, en n'oubliant pas que l'autre enjeu, c'est la montée en puissance des forces spéciales. Est-ce pour sécuriser un régime ou pour faire face à la menace sécuritaire qui nous entoure, notamment autour du Sahel? T'as des questions, évidemment, mon cher Tamba, à poser ce matin. Vous êtes chez les GG et nous demandons au général Konaté. Voilà, allez-y. Sur l'armée, vous savez, sous le CNRD, quand ils sont arrivés, il y a eu d'abord des réformes qu'on a voulu engager. Mais avec le temps, ils n'ont pas poursuivi les réformes. Donc Alpha Condé arrive en 2010. CNDD, pardon. Alpha Condé arrive en 2010. Et ensuite, il y a Kabele qui engage des réformes. Donc Kabele, d'abord, a commencé par mettre en place ce qu'on appelle un outil de biométrisation de l'armée. Sauf que ça n'a pas abouti à l'époque parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Il fallait d'abord connaître l'effectif de l'armée. Et en connaissant l'effectif de l'armée, ça allait permettre au pouvoir de maîtriser les soldes. Les cas fictifs, les morts et tout ça. C'est qui n'arrange pas, hein? C'est qui n'arrange pas. Évidemment. C'est la grande muette. Vous regardez le budget à l'époque, ils avaient... Parce que cette histoire de riz, il y a tellement de complicité à tous les niveaux, mon cher. Je viens à ce niveau. J'ai quelques informations. Donc, lui, il a voulu aller vers la biométrisation pour maîtriser d'abord l'effectif, mais également se faire une idée de la masse salariale. Donc, ça l'a permis, à mi-parcours, de faire une économie de 3 milliards. Sur le budget à l'époque était de 1400 milliards. Entre 2012 et annuel. 1400 milliards, c'était ça la loi des finances initiales qui a été rectifiée après, c'était 1400 milliards. Sauf qu'avec le temps, ce budget-là, il a triplé avec le temps. Et malgré que la biométrisation n'avait pas abouti. Donc vous avez l'essentiel du budget de l'État qui part quand même vers la grande muette. Il y a les questions de surfacturation. Il y a la question des ravitaillements, il y a aussi les soldes qu'on détourne parce que tout simplement des gens ont déserté, il y a des déserteurs qui ne sont plus là, donc on continue à prendre leurs soldes. Ou des fictifs même, il faut le rappeler. Voilà, moi j'ai vu quand même, si tu me permets mon cher Diba, du côté du Canada, quelqu'un qui dit qu'il est général, mais il est toujours payé en fait. Le monsieur il vit plus ici. Oui, il y en a plein. Au Canada. Il dit qu'il est général. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Il me dit oui. Ils sont nombreux comme ça. Donc lui, ça n'a pas pu aboutir. Donc Doumbouya arrive, on dit est-ce que lui il va réussir là où les autres ont échoué. Donc quand il est arrivé, d'abord ils ont fait l'état des lieux. Sa première réforme c'était au niveau des soldes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit bon, malgré que les ressources sont rares et on a du mal à mobiliser parce qu'il y a un changement de régime, mais quand même il faut revoir un peu, malgré la modicité des fonds qu'on avait, il a augmenté 25% sur les soldes. Chaque militaire guinéen à la fin du mois qui avait suivi avait vu 25% d'augmentation sur ses soldes. Donc le général Idi Amin, quand il a fait le déplacement sur Zérékoré,
il a voulu recouper l'information. Il a dit exactement, la première réforme a porté sur les soldes, donc on a fait une augmentation de 25%. Tous les militaires qui étaient présents ce jour-là ont acquiescé, on dit effectivement, nous avons tous reçu les 25% sur nos salaires. Deuxième réforme, c'était sur les ravitaillements. Il a constaté que des généraux passaient par des commerçants pour importer du riz. Donc, parce que l'importation du riz au nom de l'armée, on ne paye pas de dédouanement. Ouais. Sous couverture, en fait. Sous couverture. En fait, il y avait des comment je vais dire ça, des soldats commerçants. Voilà, qui étaient sauf qu'ils ne peuvent pas, justement. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas. Justement. Donc, ils passaient par les commerçants. Justement, pour déguiser un petit peu. Pour importer le riz au nom de l'armée. Exact. Et quand vous importez le riz au nom de l'armée... Mais ces soldats commerçants, ça existe toujours, mon cher ami. Ils sont toujours là. Bien. Ils sont toujours là. Donc, on importe le riz, on importe le riz au nom de l'armée. La quantité que l'armée devrait normalement recevoir était en deçà de ce qui est commandé. Donc, on commandait une grosse quantité. Quand le riz arrive, on retire la quantité qui revient à l'État et le reste, on revend sur le marché. Donc, ils ont constaté cette situation qui est lamentable pour quand même des hommes en uniforme qui doivent faire preuve d'exemplarité au sein de la société en termes de vertu et de droiture, qui se livraient à ça à l'époque, des généraux sous le régime de Alpha Condé, et qui sont d'ailleurs connus aujourd'hui. Et donc, il dit, bon, ce qu'on va faire, il faut maîtriser. Il a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas éliminer ça? Parce que la mine, au-delà du fait qu'ils importaient au nom des commerçants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Daoud a parlé de 25 000, c'est pas 25 000, c'est 48 000 francs guinéens. 48 000 ils payent. C'est maintenant 315 000. Voilà. 315 000 sur les soldes en contrepartie de sacs de riz. Ils ont pris le prix du riz sur le marché. Voilà. Donc à l'époque, on a mis ça sur le salaire. C'est ça. Donc à l'époque, c'était autour de sacs. Voilà. C'était autour de 225 000. Exact. Maintenant, ils ont dit sur les 225 000, le militaire tu payes 48 000 pour avoir le sac. Donc tu l'achetais à 48 000, le militaire. Et eux, ils payaient 48 000. C'est comme une forme de subvention en fait. De subvention. L'État subventionnait le reste. D'accord, je comprends. Maintenant, ce que l'État subventionne là, l'argent là partait dans les poches de ces généraux. Évidemment. Donc, ils ont dit c'est un manque à gagner pour l'armée. Il faut mettre un terme à cette mafia. Donc, le général, en concertation avec le président Doumbouya, ils ont dit Idi Amin, il faut arrêter les ravitaillements et reverser ça. Et le même jour, il a demandé est-ce que vous avez reçu ce qu'on a reversé sur vos salaires? Ils ont dit effectivement, oui, on a reçu. Maintenant, il y avait une partie de l'armée qui n'avait pas droit à ravitaillement. C'était les soldats de rang. Eux, ils n'avaient pas droit. Il a pourtant dit que quand on est soldat de rang, après la formation commune de base, tu as une femme, tu as des enfants. Évidemment. Donc, il faut que tu sois traité sur le même pied d'égalité que les autres. Donc, il a dit, à partir de l'instant, vous aurez aussi droit au ravitaillement. Donc, on va faire une réversion sur vos soldes. Donc, aujourd'hui, cela est effectif au sein de l'armée. Maintenant, la troisième réforme, c'était sur les tenues. Ils ont constaté que, d'abord, ils achètent les tenues. Et quand on amène les tenues, on ne prend pas ta mesure. On te jette comme ça la tenue. Et bien, c'est toi qui sais si tu peux disparaître dedans ou si tu vas porter et tout. Et donc... C'est terrible ce garçon-là, maintenant, disparaître dedans. Je suis tombé sur un militaire. Non, mais c'est terrible, c'est ce qu'il dit. On dirait parce que... il est petit dedans, la tenue est large. Quand tu le vois venir, s'il te plaît, après, à la fin... Allez-y. Donc, sur les tenues, ils ont constaté que jusque-là, depuis le régime Sékou, c'était comme ça la pratique. Les tenues venaient, tu achètes, et bien c'est toi qui sais. Même les rangers, c'est toi qui sais. Et justement, si tu peux, et pas. Et donc, mais tu as une tenue quand même, quelle que soit la taille. Mais le général a dit, mais il faut évoluer. Idi Amin. Donc, aujourd'hui, la troisième réforme, c'était sur les tenues. Si vous avez constaté, on a voulu d'abord créer une certaine homogénéité au sein de l'armée. Ils ont pratiquement les mêmes tenues. Si vous êtes de la gendarmerie, c'est un peu bleu et tout. Si vous êtes de l'autre corps, et puis on voit tout le monde aujourd'hui porte la même tenue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord voulu faire un grand gueule. Non, les forces spéciales aussi. Ça, c'est un autre niveau. C'est leur tenue qui a été déclinée. Il y a une déclinaison. Attention, le micro n'est pas allumé. Il y a plusieurs forces spéciales, en tout cas que je vois, qui ont la même tenue, qui abordent la même tenue. La même tenue, oui. En fait, c'est comme les gendarmes, en fait. Voilà, c'est leur tenue qui a été... La tenue même des militaires, c'est la tenue du colonel, non? Colonel. C'est ce qu'on a... Il y a une déclinaison. En fait, il y a une déclinaison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, mais pour donner les tenues, il faut un recensement. Puisque aussi, on constatait que quand les tenues arrivaient, il y avait des morts qui n'étaient plus là, il y avait des décès, il y avait des déserteurs, comme vous l'avez dit. Donc, ils ne répondaient pas et on prenait ces tenues-là, on les revendait.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un recensement. Il y a eu des experts qui ont été envoyés à l'intérieur et tout. On a fait un recensement. On prend ton nom, tu as un numéro d'identifiant. Tu fais ta mesure, tu envoies. Et quand on reçoit ta mesure, la tenue est commandée. Et donc, on t'envoie ta tenue en fonction de ton numéro d'identifiant. Et donc, tu as ta mesure. Donc, on te décerne la tenue. Aujourd'hui, c'est cette pratique qui a été mise en place. Maintenant, la mine sur le riz. Chaque année, pour prendre le riz à Conakry. Ça, c'est un vrai sujet, mon cher Diba Milimono, parce qu'il y a même des intouchables, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Quand vous parlez de cette personne-là, on dit oh là là, il ne faut pas le toucher, hein, parce que c'est lui qui alimente toute l'armée. Toute l'armée, oui, il y a des intendants. Il y a aussi des généraux. Il parle des commerçants. Je parle des commerçants, évidemment. Il parle d'un commerçant. Très puissant à l'époque. Oui, aujourd'hui, il est là, on ne le touche pas. Nous-mêmes, on a voulu à un moment faire. Mais est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, les gars? Oui, on a même voulu mener des enquêtes. Il est dans la pêche? Oui. Ok, voilà. Il est dans la pêche. Bien. Il est dans la pêche. C'est bien ça. En fait, il est dans tout. Il est dans tout. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, là. Pour aller ben voilà. Tamba. Il est dans l'importation de riz. Il est dans l'alimentation. Ouais. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais même les groupes électrogènes dont j'ai parlé. Il est vieux. Même, non. Bon. Allez, on va revenir, mesdames et messieurs, à 10h pour continuer le débat avec vous. Vous êtes chez les GG. Regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Les grandes gueules continuent pour votre plaisir à venir. On en parlera ce matin. L'idée donc d'un centre pour accueillir les études et la documentation universitaire. Le SEDUST, en effet, existe depuis le 8 janvier 1980 et poursuit donc des ambitions en lien avec la documentation et la formation de niveau universitaire en Guinée. On en parle ce matin avec Gadirou Kaba. Abdul Gadirou Kaba, il est le directeur donc du SEDUST. Il sera avec nous ce matin dans cette émission. On parlera ce matin du télécom, hein. Oui, c'est bien cela. Vous le savez, la Guinée est connectée donc au câble sous-marin, la fameuse fibre optique, convoyeuse donc de la connectivité Internet. Outre cet acquis, le pays se félicite aussi de la récupération du nom de domaine propre donc à d'autres pays de la Guinée. Eh bien, ce matin, nous allons parler donc avec Mamadi Kaba. Mamadi Kaba, il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. On continue le débat avec vous, mon cher Diba Milimono, avec évidemment l'armée guinéenne. Oui. Pour clore. Oui, on était sur les réformes qui ont été entamées dans le secteur de l'armée. J'étais d'abord sur les tenues. Je disais dorénavant, les tenues, c'est en fonction de la mesure. Donc, il y a la mesure qui va être faite pour les rangers, pour les bérets, mais aussi pour la tenue. Et donc, aujourd'hui, c'est 2 tenues par an. Donc, j'apprends qu'il y a 200 et quelques mille tenues qui avaient été commandées sur 4 années. Donc, pendant 4 années, l'armée ne va plus, disons, importer de tenues. Donc, ces tenues-là, vous aurez 2 tenues sur l'année, à la différence des autres années où on portait une tenue et elle était complètement délavée, parfois déchirée. Donc, vous aurez 2 tenues par an. Maintenant, après cette dynamique-là, l'objectif, c'est d'arrêter l'importation. C'est-à-dire, c'est seulement le tissu qui va être importé. J'apprends que les machines sont arrivées au niveau du ministère de la Défense et qu'on va commencer à former les militaires eux-mêmes à la couture. C'est-à-dire des grandes gueules. Il y a une partie de... On a même recruté des couturiers. Des couturiers, oui. Couturiers vraiment de chez nous, ceux qui le souhaitaient. Ouais. Ils ont été recrutés et actuellement, ils ont commencé à vrais professionnels. Oui, les vrais professionnels. D'accord. Maintenant, si vous voulez, ils appartiennent désormais à l'armée, mais leur boulot, c'est vraiment... Tout à fait. Donc, il y a aussi le transfert de la compétence. Exact. Il y a des hommes en uniforme qui sont concomitamment formés et qu'à la in fine, c'est de les amener à avoir une profession et de s'occuper de cette couture de la tenue des militaires. Donc, pour essayer de minimiser les dépenses, on ne va plus importer la tenue XSO. Et pour finir, pourquoi l'uniformisation? Parce que d'aucuns disaient que, bon, on avait une armée dans l'armée, c'est-à-dire les forces spéciales avaient une tenue à part, les autres avaient leur tenue. Vous savez, notre armée guinéenne, il y a plusieurs corps. Il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, et dans l'armée de terre, il y a plusieurs sous-branches qui sont là. Donc, chacun avait sa tenue. Donc, il fallait mettre un terme à ça, uniformiser. La seule distinction aujourd'hui qu'on peut faire, c'est à travers le béret. C'est à travers le béret, tu te dis, bon, tel est de tel corps, ou l'insigne. Donc, c'est ce qui reste le point d'identifiant. Maintenant, sur le riz, je disais que pour envoyer le riz de Conakry à l'intérieur du pays, le disséminer dans les différentes garnisons, l'État a perdu 17 milliards. 17 milliards 17 milliards chaque année. Wow.
l'État perdait 17 milliards chaque année. Et cet argent-là partait dans les poches d'un groupe en collusion avec un homme qui importe le riz ici depuis des années. Et vous avez parlé de cet homme qui est dans beaucoup de domaines. Et c'est une personne qui est dans plusieurs activités aujourd'hui et qui a des dossiers sur la plupart de nos ministres. Dit-on. Voilà, c'est devenu même en quelque sorte comme l'épée Damoclès, une forme de chantage. Chantage. Voilà. Dès que vous voulez lever le petit doigt, il dit bon, j'ai des éléments sonores. J'ai des dossiers sur toi. J'ai des dossiers sur toi, j'ai des éléments sonores. Et c'est un homme puissant. Et qu'on a aidé à être puissant parce que c'est le régime qui l'a porté. Évidemment. Voilà, parce que même récemment, quand elle a été un petit peu indexée par les États-Unis et tout ça, comme quoi il finançait le Hezbollah. Tout à fait. Vous vous rappelez de ça? Oui, on se rappelle. À un moment donné, il dit non, il ne faut pas le toucher parce que c'est lui qui ravitaille l'armée. Voilà. Donc ça devient très compliqué. Aujourd'hui, c'est pratiquement un petit groupe. Comme s'il le faisait gratuitement. Mais c'est ce que je dis justement. Voilà. Parce qu'on dit c'est sensible l'armée. Tu vois, donc. Aujourd'hui. De quoi je mêle? De quoi tu te mêles? Mais justement, c'est pas la faute à l'importateur. C'est pas possible. C'est le gouvernement. De quoi je mêle? Les grandes gueules. Si en tant que ministre Lamine, tu baignes dans si vous voulez, il finit. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je finis rapidement. Je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Ça coûte à l'État 17 milliards. 17 milliards. C'est énorme quand même. C'est beaucoup d'argent. 17 milliards que l'État perdait. Ça fait plus d'1 million d'euros. 1 700 000 euros. Voilà. Dans le transport seulement. Les grandes gueules. Donc le fait de mettre fin à ces ravitaillements, l'État a quand même fait une économie sur plusieurs années de plusieurs milliards de francs guinéens. Et sur la santé, Tambal avait dit, ils ont équipé un peu le camp de Samori. Et le scanner, je crois, a été annoncé. Je ne sais pas si c'est arrivé, le bloc opératoire, parce que l'armée, il y a beaucoup de plaies. Et souvent, l'évacuation coûtait beaucoup d'argent à l'État. Donc, ils ont équipé. Il y a Kindia aussi qui est en chantier là. Et maintenant, pour finir, c'est Guico Press, les casernes. Vous vous souvenez, sur le CNDD, ça avait traîné. Alpha est venu, il n'a pas aussi voulu lever le petit doigt. Donc finalement, ils ont demandé à KPC, je crois, il y a 2 ans. C'est pas facile, mon cher ami. Pas que traîner. Voilà, c'est pas facile. Ils ont demandé. Voilà. Je finis. Il y a eu quand même des grandes gueules sur les mannes qui étaient sortis. Bien. KPC avait commencé les chantiers. Ils l'ont demandé, je crois, il y a encore 2 ans en arrière. L'État n'avait pas d'argent pour le payer. Ils ont dit, bon, il faut démarrer, même s'il y a une dette. L'État allait commencer à payer en 2023 là, de finir les casernes. Une dette sans intérêt. Le budget initial en 2023, c'était 4 000 milliards, le budget de l'armée. En 2023 2023, budget initial. Il a été rectifié tout récemment. L'initial était de 4 356 milliards et quelques poussières. Je pense que si on a une biométrisation, la mine, ce chiffre-là va descendre. J'ai même pas de doute. C'est la grande muette. On est très intelligent en Guinée. Le Guinée est trop fort, sincèrement. De ce côté, chapeau bas, il n'y a rien à faire. Allez-y, mon cher ami. Mais voilà. ce qui s'est passé. Tu disais de quoi tu te mêles? Oui, je viendrai à ça, absolument. Les grandes gueules. Avec le CNDD et M. Alpha Condé, je pense qu'il est à redouter. Nous avons l'habitude en Guinée d'arrêter les choses là où l'ancien régime les laisse. Et puis on se dit, nous on vient avec notre approche. C'est qui est logique, l'État c'est une continuité. Mais Lamine, voilà mon cher Thomas, non mais tu ne vas pas nier ça quand même. Mais ce que je dis, nous disons la même chose. La continuité veut que lorsque un projet est admis par l'État et qu'il est mis en œuvre, si vous n'êtes pas d'accord fondamentalement avec le projet, on peut le revisiter. Mais lorsqu'on commence des casernes qui ne sont pas achevées, c'est plusieurs milliards de francs guinéens que l'on laisse traîner comme ça, c'est de l'argent perdu. Et ça, c'est une préoccupation pour moi aujourd'hui. Je vous donne l'exemple du Britannique militaire. Qui n'est pas fier de cette école? On a passé des années à envoyer nos fils en dehors. Et ça faisait partie des réformes. Vous voyez. Sur les 4 réformes, Britannique était sur la 5e réforme. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, ils ont dépassé ça il y a longtemps. Très bien. Et la Guinée n'avait pas ça. Ce que nous faisions jusqu'à récemment, on envoyait nos enfants au Mali. On les envoyait ailleurs. Aujourd'hui, on peut les avoir ici, on peut en recevoir. Ça commence plutôt bien. Comment ça va continuer? Voici une question, la question de la pérennisation de l'action publique, la question de la durabilité. Qu'est-ce qui va être fait à ce niveau? La mine, c'est une question essentielle. L'uniformisation, moi j'ai des réserves. Je ne suis pas technicien de ce domaine, mais l'armée n'est pas une donne exclusivement guinéenne. On ne peut pas décider ex nihilo de choisir tel uniforme pour toute l'armée, alors qu'il y a des corps distinguables à leur uniforme. Je pense que c'est la solution la plus facile, ça.
la solution la plus facile contre le désordre qui existe et qui est réel. Et à mon avis, il va falloir aller, Lamine, à cela. Une autre réforme qui a été la toute première, à mon avis, c'est la question des généraux. Je crois que Jacques reviendra là-dessus. Mais la dynamique devrait aller à cela. Et donc, je disais de quoi je me mêle. Lamine, vous avez un homme d'affaires qui fait ses affaires en Guinée. C'est l'État qui vient vers lui et qui lui dit « Voici ce que nous voulons que tu fasses ». Et donc, il s'y prête. Il fait ses affaires. Vous ne trouverez en rien que ce monsieur se retrouve pris à défaut par rapport à la loi. Les grandes Parce gueules. que tout simplement, c'est ourdi de ce côté-là et c'est l'État qui vient vers lui. À sa place, je ferai mes affaires. Hein. Parce que moi, j'achète et je revends. Ça se résume à cela. Maintenant, on sait que l'argent est devenu un très grand maître dans l'espace public. L'argent est devenu un très grand maître. Au-delà de ces aspects, il a quelque chose sur tout le monde, mais ce qu'il a, c'est surtout le pouvoir de l'argent. Vu que l'argent est devenu le maître, aujourd'hui, c'est plus ce que tu sais. Tu peux être plus instruit qu'Albert Einstein. Dans notre société, on t'insultera, on s'en fout de toi. Ouais. C'est pas le plus important. Ouais. Ceux qui sont chantonnés, ceux qui reçoivent le dithyrambe populaire, c'est ceux-là qui ont de l'argent et qui ont la main large et qui donnent. Ceux-là, il y a même des gens qu'on a appelés ici Paradis Fodessouma. Adjana Fodessouma. Parce qu'il a donné. Où a-t-il pris cet argent? On s'en fout. Puisqu'il a donné, il est devenu le paradis. Ouais. Quand tu le rencontres, le paradis t'a croisé. Ouais. Et donc, il a donné à tout le monde pratiquement. Et donc, tu te retrouves à ce niveau. Lamine, ça dit, faut pas oublier. Non, pas ça dit forcément. Non, mais il y a un autre. Soit on est sur les grandes gueules, soit on n'est pas sur les grandes gueules. Dites-les non, l'appareil judiciaire guinéen est dans sa main, Lamine. Vous avez un problème aujourd'hui. Lamine, tu le connais. Mais je ne le connais pas, mon vieux, mon vieux, mais quand même. Je termine avec ça. Oui. Nous sommes dans un monde où soit la force, soit le savoir, soit l'argent sert à porter l'influence. Et lui, son influence, il la porte avec ce qu'il a. Mais il doit être dangereux ce gars, parce que le nom ne vient jamais. Je ne lui en veux pas. Le nom ne vient jamais. Et il a dit, quand je dis à un journaliste d'insulter tel, il va l'insulter. Toi-même, il faut dire, non? Non, mais je ne connais pas, justement. Non, on connaît. Les grandes gueules. Pas du tout. En réalité, j'avais dit qu'il est vieux, mais il n'est pas vieux. Alors, je disais donc... Tu connais qui est dans la pêche? Je parlais de Sadi. Ah, ils sont nombreux de toutes les façons. Ah, d'accord. Ah, c'est de Sadi que tu parlais? Ben oui. Puisque tu dis que c'est lui, c'est que c'est lui. Ou bien peut-être que c'est lui. Lamine, un mot quand même. Allez, pour aller plus vite. Je voudrais terminer rapidement sur Les grandes deux gueules. choses. Il y a que, je crois aujourd'hui, nous avons... Parce que quand il est arrivé, il a envoyé tous les généraux à la retraite. Et il a commencé à nommer. Je crois aujourd'hui, on doit être autour de 7 généraux comme ça en Guinée. Et il vient d'élever 3 généraux à un grade aussi supérieur, des généraux des divisions. Le problème donc, c'est de se dire, est-ce que la tendance va pouvoir se maintenir, c'est-à-dire qu'on aura moins de généraux qu'on en a eu d'habitude, ou alors ça va continuer à grimper? Parce que si Bala, David Abba et puis Bis sont allés généraux de division, c'est fort probable qu'on voudrait peut-être en chercher au niveau des colonels que nous avons pour les faire monter. Or, c'est souvent les problèmes que nous avons eu dans notre pays, trop de généraux, et après finalement vous demandez qui a le commandement. La dernière chose que je voudrais signaler, c'est par rapport au métier. On a parlé tout à l'heure de ces couturiers qui vont désormais travailler. Ça veut dire qu'on a été obligé d'aller les chercher parmi les civils, parce que ces métiers-là n'ont pas été développés Les grandes gueules. de défense et de sécurité de notre pays. Et ça m'amène à parler un peu du génie que nous avons. À un moment donné, on a voulu les avoir sur des chantiers, mais à chaque fois qu'on a vu le génie militaire sur le terrain, c'est pour casser. Donc nous n'avons pas un génie qui construit. Il va falloir travailler à ce que pour certains chantiers, par exemple, les ponts et même quelques routes, les pistes rurales, que nous ayons, n'est-ce pas, nos militaires sur le terrain. Vrai. Parce que si on a le génie militaire, c'est pas pour passer la journée à Sangoya et puis aller dormir. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Surtout qu'ils sont très performants, il faut le dire. Allez-y. Le génie militaire est très performant parce qu'on a vu. C'est des professionnels qui sont très bien. Et l'autre aspect qu'on perd de vue, Lamine, c'est l'absence actuellement dans l'agriculture. On a vu l'armée
très agricultrice dans notre pays avec Lansana Conté. Quand on prend Sénès Samoa, entre autres, l'armée était pleine dans l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas repenser cela? J'ai vu que Doumbouya avait un champ, je ne sais plus, enfin bref. Oui, non, Doumbouya a son champ. Ouais. Mais l'armée qui travaille là-bas. Voilà. Non, ça sert à rien du tout, je pose des questions. Ouais. Je pose des questions. Après, on donne tout au privé. Doumbouya a son champ, mais l'armée est où? Voilà, très bonne question. Allez-y, Madame Hiro, pour clore. L'exploitation qu'on fait de l'armée, mais moi je voudrais plutôt me pencher sur le rôle que cette armée-là a joué. Tamba en a parlé un peu. Du point de vue de l'histoire, nous l'avons vu un peu partout au niveau de l'indépendance de certains pays ou bien des guerres de libération. Mais aussi, et ce qu'il faut dire, c'est que du haut de ces 65 ans d'indépendance, la Guinée quand même a été dirigée pendant 37 ans par les civils et 28 ans par des militaires. 28 ans par des militaires, Lansana Conté, vous le savez, il a fait 24 ans au pouvoir, Dadis une année, Konaté une année et aujourd'hui, l'actuel président, le colonel Doumbouya est en Guinée, est à la tête du pays depuis le 5 septembre 2021. Maintenant, est-ce que c'est de faire un peu le parallèle qui a apporté le plus? Est-ce que cette armée, sa présence à la tête du pays a permis de changer la donne? Parce qu'on se dit que quand un militaire arrive au pouvoir, c'est parce que le civil n'a pas pu faire grand-chose. C'est parce que généralement, ça n'a pas marché. C'est pour cela qu'il y a eu le putsch de 85, par exemple. Un colonel de l'armée est arrivé, qui était rentré, par exemple, à travers les désengagements qu'il y a eu avec l'armée française, qui était rentré en Guinée, qui était auprès du régime de Sékou Touré et qui finalement a fait le putsch parce que le président est resté 26 ans au pouvoir. Il n'y a pas eu d'alternance. Il a pris mais la prise du pouvoir par l'armée, est-ce que ça a pu changer les choses? Du temps du général Lansana Conté, on sait que ça a pris du temps, mais il y a eu cette ouverture à le multipartisme que ça a pu apporter dans le pays. Mais même si on a parlé un peu de multipartisme sauvage, parce qu'il y avait tellement de partis politiques qui ont pu se créer, mais quand même, il y a eu cette ouverture. Même si les partis politiques n'ont pas pu accéder au pouvoir, il n'y a pas eu d'élection transparente telle qu'on le disait. Ce qui fait que finalement, le président, il est mort au pouvoir. Avec la modification constitutionnelle qu'il y a eu, même malgré sa maladie, il est resté jusqu'à ce qu'en 2008, il est décédé et il y a eu un autre putsch orchestré par le capitaine Dadis. Et généralement, quand ça se fait comme ça, quelles sont les conséquences pour le pays? C'est pratiquement le drame qu'on a vécu le 28 septembre 2009, entre autres. On espère que ça va se limiter là. Aujourd'hui, nous avons une transition que nous sommes en train de vivre, une transition qui parle de refondation. Une transition qui est quand même différente de celle de 2009 par rapport à certaines réalisations que nous sommes en train de vivre, par rapport à beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, même si côté justice, aujourd'hui, on est amené, entre guillemets, à se poser des questions. Avec la CRIEF, par exemple, beaucoup d'interrogations par rapport aux personnes qui sont poursuivies, par rapport à Bill Gates, par exemple, qui aurait été définitivement relaxé. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui se passe réellement? Les grandes gueules. Il est retourné. Si Ali Touré a interjeté appel, justement, mais on se pose des questions. Est-ce que réellement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut réellement jouer sur cette refondation de façon concrète, reconstruire le pays, le remettre sur les rails? Côté infrastructure, c'est visible, on le voit. Mais côté droits humains, ça laisse encore à désirer parce qu'on se pose des questions. Certaines libertés qui sont carrément bafouées. Côté liberté de la presse, on a vu récemment cette manifestation qui a été réprimée, cette manifestation des journalistes, ça n'a pas commencé là. Il y a eu d'autres manifestations qui, par ailleurs, ont été réprimées. Qu'est-ce qu'on veut pour la Guinée réellement? Parce que le constat que nous faisons, que ce soit les civils au pouvoir ou les militaires, on voit qu'il y a toujours des défaillances qui laissent à désirer. Maintenant, il reste à savoir si l'actuel président, le colonel, pourra vraiment nous donner une issue heureuse qui sera différente, non seulement des différents pouvoirs pris par les civils, parce qu'on a toujours remarqué par l'armée, Non, je veux dire d'abord par les civils. D'abord par les civils, mais aussi par l'armée. Par l'armée, les présidents militaires qui étaient là. Par ailleurs, n'ont pas, en fait, même s'il y a des cas positifs qu'on peut signaler, pour Lansana Conté, la libéralisation des ondes et tout, c'était avec lui. C'est fou, madame. On a eu que 2 présidents civils, hein. Oui, on n'a eu que 2 présidents civils. On a eu que Sékou Touré et Alpha Condé. Alpha Condé, le reste, vous avez vu, c'est Lansana Conté, feu général Lansana Conté, en fait, pourquoi c'est le capitaine Dadis, c'est le général Sékouba Konaté et aujourd'hui on a le colonel Mamadi Doumbouya.
qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas en Guinée? On est un peu comme le Niger. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, c'est différent. Il ne faut pas nous dire ça. Ils nous dépassent. Les grandes gueules. Ils ont eu aussi des civils. Le Niger, le Burkina. Non, le Niger, le là-bas, Burkina, ils ils n'attendent pas nous que le dépassent. président meure. Ils n'attendent pas que quelqu'un fasse un troisième mandat. Je veux dire, parce que c'est par le nombre de militaires ayant dirigé le pays. Non, mais c'est Les grandes gueules. comparer le Niger à la Guinée. Allez, pourquoi, madame? J'ai dit un peu, j'ai pas dit dire. beaucoup. On a besoin que ce pays quand même sorte de cette situation de manque d'alternance, de push, de coup d'État, parce qu'on accuse toujours, par exemple pour les civils, on accuse le manque d'alternance. C'était le cas de Sékou Touré, mais aussi le cas d'Alpha Condé. Mais pour les militaires, on accuse quoi? Toujours la même chose, la même situation. On a l'impression, et les civils et les militaires, ils se valent. Personne ne veut partager le pouvoir, personne ne veut aller à l'alternance. On vient avec des bonnes intentions, je peux comprendre que l'exercice du pouvoir... Et le système est trop fort. Ouais, c'est bien cela, évidemment. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace, mesdames et messieurs. Dans un instant, d'autres sujets à évoquer. Bienvenue. Les grandes gueules.